On va pouvoir démarrer. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans ce superbe restaurant pour notre traditionnelle conférence de presse. C'est le 10e anniversaire. On a démarré en 2014. Je me présente, je m'appelle Jacques Trottier, je suis le président du groupe Saumon et Truites Fumées au sein des entreprises du traiteur frais. Et je ne serai pas seul à vous accompagner ce matin, déjà parce qu'il y a pas mal de gens de la profession qui sont là installés sur chacune des tables. Et puis on va être 4 à participer à cette présentation. Après moi, Vincent viendra évoquer nos engagements très très forts sur le saumon et la truite fumée en France. Il viendra aussi nous rappeler comment les professionnels que nous sommes nous engageons dans une démarche pour répondre aux attentes sociétales d'aujourd'hui et de demain. Ensuite, Adrien Trucas, qui est ici, viendra de l'organisme Certipac, viendra aussi nous parler effectivement de notre démarche et comment elle s'inscrit dans un écosystème global de certification et de label. Et puis enfin, Laurence Plumet, docteur Laurence Plumet, qui est là, viendra nous parler de nutrition. Parce que quand on parle de saumon et de truite fumée, c'est un élément qui est essentiel. Et vous verrez dans les différentes enquêtes que l'on a faites, dans l'enquête qu'on a faite, le sujet de la nutrition ressort très fortement et très positivement pour le saumon et la truite. Donc c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en avant à un moment donné où les consommateurs s'y intéressent à juste titre de plus en plus. Alors, au programme, aujourd'hui, on va parler effectivement du fait que, avec les différentes études qu'on a réalisées, on va pouvoir confirmer que le saumon fumé et la truite fumée sont vraiment dans le quotidien des Français. On va faire un petit pas de côté ou de recul plus exactement pour se dire, bah, tiens, en 10 ans, en 20 ans, comment ça a évolué et comment la consommation de ces produits-là a évolué. Le baromètre, j'en ai parlé, c'est intéressant parce que c'est un baromètre qu'on a fait très très régulièrement, qu'on a démarré en 2014, avec pour un certain nombre de questions, des questions qui sont les mêmes, ce qui nous permet d'avoir vraiment une bonne traçabilité et de voir un peu comment l'image du saumon fumé et de la truite fumée plus récemment évolue. Et puis là, je disais la truite parce que c'était un produit que l'on n'avait pas mis au départ dans cette enquête, mais qu'on a intégré là-dedans. Ça va être intéressant de voir aussi comment la truite se comporte. Et puis côté offre, j'ai beaucoup parlé tout à l'heure d'engagement responsable de la démarche. Eh bien, on va revenir sur le sujet-là parce que c'est 5 ans, on fête aussi un anniversaire, c'est 5 ans d'engagement de cette démarche du saumon et de la truite fumée en France. Et c'est important et on va voir aussi comment les consommateurs le perçoivent dans la durée et comment perçoivent l'évolution par rapport à ça. Et puis, je le disais, on va finir par ce zoom très important sur la partie nutrition. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup de chiffres, donc je vais essayer, je ne serai peut-être pas exhaustif, je ne vais pas tout lire, je ne vais pas tout vous dire. N'hésitez pas, prenez des notes s'il y a un chiffre parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que on va peut-être essayer de laisser la présentation se faire, et à la fin, on va se garder un temps de questions-réponses sur lequel vous pourrez, vous qui êtes là présents physiquement, même ceux qui sont présents à distance à travers un chat, pourront avoir l'occasion de poser toutes les questions que vous voulez. Alors, déjà, un point sur les marchés, en prenant ce pas de recul de 20 ans. La consommation du saumon et de la truite fumée en France a évolué de plus 30% en 20 ans. Donc c'est une évolution très, très, très belle. C'est devenu des produits qui sont incontournables, aussi bien dans les rayons des hypermarchés, des supermarchés, mais aussi sur les tables des nombreux restaurants. Pour information, puisque je parle de restaurants, faut savoir que donc 75% des produits sont vendus en grande consommation, on va dire en consommation à domicile, et 25% est vendu en consommation hors domicile à travers les réseaux des restaurateurs. Donc ça c'est important. Ce que je peux dire aussi, vous voyez, la truite a connu, alors partant de plus bas, mais a connu une très très belle évolution sur cette période-là, puisque le marché a fait quasiment x4 sur la période de 2004 à 2023. Donc voilà, et puis là vous avez sur ce graphique-là les répartitions en 2004 et en 2023. Donc vous voyez avec une proportion maintenant qui est relativement significative de la truite, un salmonidé sur 2 en France et sur 5 pardon, et de la truite. Alors sur on va dire un horizon de temps un peu plus récent, bon, vous dire très clairement et très franchement que en 2022 et en 2023, les marchés alimentaires en France et en Europe, vous le savez, liés à l'inflation, ont beaucoup souffert. On a parlé un peu de déconsommation alimentaire. Eh bien, nos produits n'ont pas été étanches par rapport à ça. Donc, vous voyez des chiffres moins 5, moins 8%.
exactement les chiffres qu'on a constatés sur l'ensemble de l'alimentaire. Donc j'ai envie de dire, c'était logique, classique, et quasiment l'ensemble des catégories dans l'alimentaire ont évolué de cette façon-là. En 2024, là aussi, en résonance avec ce qui se passe au niveau de l'alimentaire, c'est réjouissant de voir qu'on commence à revenir dans une certaine forme de normalisation. Les marchés sont de nouveau quasiment là en ce qu'on appelle le cumul à date, c'est-à-dire de début janvier jusqu'à aujourd'hui. On est sur une stabilité des volumes, et même sur le saumon et la truite, on a certaines périodes récemment, certaines périodes mensuelles sur lesquelles on voit des chiffres positifs revenir, donc ça c'est très positif. Et le deuxième indicateur qui est très positif, parce que je l'ai dit, en 2022-2023, nos catégories, comme toute l'alimentaire, ont beaucoup souffert de la hausse des prix de vente aux consommateurs. Eh bien, on commence à voir sur les dernières périodes, c'est au niveau de l'alimentaire, vous savez que c'est depuis le mois d'avril qu'on commence à voir la déflation au niveau des prix. Ben, on commence aussi à le voir sur le saumon fumé et la truite fumée. Et c'est aussi ce qui explique ce rebond, ce retour à la croissance sur nos activités. Alors, là, on est le 15 octobre, mais dans quelques semaines, ça sera la période de Noël. C'est un moment important bien évidemment pour l'ensemble de la filière. Les études qui ont été réalisées à fin août, début septembre, montrent que l'on a maintenant d'ores et déjà 6 Français sur 10 qui, à coup sûr, vont consommer du saumon fumé pour les fêtes de fin d'année, 25% qui ne sont pas décidés, donc j'ai envie de dire qu'on a à peu près 85% de potentiel de consommateurs par rapport à ça, et ça ce sont des chiffres qui sont de très bonne qualité, de très bonne tenue par rapport à ce qu'on a pu connaître ces différentes dernières années, donc c'est très très positif de voir que la confiance dans l'autre produit, le fait que le saumon fumé et la truite fumée soient considérés comme un produit incontournable de l'état de fête, ça se confirme et ça c'est très positif. Donc c'est valable pour le saumon et pour la truite fumée. Deuxième chose que l'on a testée, c'est la cote d'amour quelque part du saumon fumé et de la truite fumée auprès des Français. Je le disais, l'enquête, quand on a fait la première conférence de presse en 2014, on en avait profité pour lancer cette même première enquête. Donc on a des résultats qui sont tout à fait comparables, avec un échantillonnage qui est aussi tout à fait comparable. Et vous allez le voir sur des indicateurs qui sont identiques, des progressions qui sont spectaculaires. Alors déjà, 86% des consommateurs français consomment au moins une fois par an du saumon. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est le fait que ce qu'on va appeler les consommateurs plus réguliers, c'est-à-dire ceux qui consomment plus d'une fois par mois. Donc c'est minimum 2 fois par mois, ce qui est quand même pas mal, parce qu'en moyenne, on consomme 5 fois du saumon par mois, en moyenne, les foyers. Donc là, on est sur les gros consommateurs, entre guillemets, et ces consommateurs, vous voyez que ça a pris 5 points. Donc c'est véritablement une catégorie de produits qui est entrée dans les habitudes de consommation en l'espace de 10 ans. Sur les fêtes de fin d'année, je reviens là-dessus. Vous le voyez, vous avez le podium, le hit parade, et vous voyez que le saumon fumé reconfirme de façon très régulière, quasiment au même taux qu'en 2014, sa place de produit incontournable, de produit numéro 1 des produits de la mer sur la fin d'année, devant les huîtres et devant les crustacés. Donc j'ai envie de dire, cette enquête nous amène une bonne confirmation, juste confirmation de la place que ce produit occupe. Et après, ce qui est important, c'est pourquoi les consommateurs sont aussi attachés à ce produit-là. Et vous le voyez, ces dimensions-là qui sont très intéressantes. Alors il y a des dimensions qui touchent au niveau de l'organoleptie, j'ai envie de dire, le plaisir et la saveur. C'est 2 choses sur lesquelles on est très très attaché, et ça ressort de façon très très forte, de façon incontestable. Plus de 9 Français sur 10, quand je pense au saumon, je pense plaisir et je pense saveur. Mais je pense aussi, et ça reviendra peut-être sur un discours du docteur tout à l'heure, de façon quasiment avec les mêmes chiffres, en disant c'est riche en oméga 3 et c'est riche en protéines. Donc on a le bon et le bien pour moi qui sont associés quand on pense au saumon fumé. Sur le saumon fumé, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que ce sont des sujets sur lesquels le saumon fumé a toujours été considéré comme un produit bon et synonyme de qualité, mais la dimension de qualité et de haut de gamme a progressé en l'espace de 10 ans de 6 points et de 8 points. Donc c'est tout à fait notable. Le côté naturel aussi, 13 points, c'est aussi une progression qui est très très forte. Et le bon pour la santé et le fait que ce produit-là participe à l'équilibre alimentaire, plus 5 points. Donc sur des questions qui sont les mêmes, en 10 ans, on voit que l'image du saumon fumé a très très fortement progressé.
On a aussi, alors je le disais, un niveau de confiance similaire sur ses qualités dégustatives. Vous voyez des qualités nutritionnelles aussi qui sont complètement confirmées dans ce sondage-là. Et ce qu'on a voulu mettre aussi en lumière, c'est la sécurité alimentaire et la traçabilité. Parce que Vincent y reviendra tout à l'heure, dans le cœur de la charte saumon fumé et truite fumée en France, ces sujets-là de traçabilité et de sécurité des aliments est quelque chose qui est central. Et on sait qu'à juste titre, pour les consommateurs français, c'est une attente très, 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 très forte. Et c'est bien que sur cet item-là, c'est progressé. Et on a la faiblesse de penser que la démarche saumon et truite fumée en France y a participé. J'y reviendrai. Alors, sur la truite, vous allez le voir, beaucoup de très très beaux résultats aussi sur la truite. Alors, vous voyez, 67% des consommateurs qui consomment au moins une fois la truite fumée par an. Et vous le voyez, la truite avait cette dimension-là déjà d'être un produit qu'on le consommait sans occasion particulière. Donc peut-être encore un peu plus désaisonnalisé que le saumon, mais vous voyez qu'il y a aussi un score qui est plutôt très joli, aussi sur les occasions festives. Donc j'ai envie de dire que la truite a aussi cette capacité-là à être présente dans ces moments un peu plus particuliers, des moments qui comptent. Et puis, un peu de la même façon, vous voyez, avec des scores relativement comparables au saumon fumé. C'est un produit qui fait plaisir, un produit qui est pratique et facile à préparer et à consommer, et également un produit qui est bon pour la santé parce que riche en oméga 3 et riche en protéines. Alors, concernant la fumaison française, alors peut-être vous dire, pour certains d'entre vous, et désolé si c'est une redite, mais c'est une tradition qui n'a pas été comme ça importée du jour au lendemain. C'est véritablement une tradition historique parce que dans les cours d'eau hexagonaux, vous aviez des saumons qui circulaient. Moi qui suis du sud-ouest, je suis bien placé pour savoir que dans l'Adour, on pêchait du saumon et que le saumon faisait partie du contrat de travail des ouvriers au 19e siècle, au 20e siècle. Et d'ailleurs, on leur resservait tellement qu'à un moment donné, ils en avaient un peu marre, ça a beaucoup changé. Mais ça faisait partie de l'historique, en tout cas. Voilà. Et donc, on a au niveau des cours hexagonaux, et aussi, vous le voyez, quand vous regardez la carte de France, on va dire, de l'implantation, vous allez retrouver aussi beaucoup de sites de production qui se retrouvent près de l'océan, près de la mer ou près de l'océan. Et c'est aussi parce qu'on a des entreprises du littoral qui fumaient historiquement avant le saumon, le hareng, le maquereau, et c'est ce qui explique aussi cette démarche-là. Et puis aussi, il y avait dans le savoir-faire, dans le métier de charcutier, il y avait aussi ce savoir-faire de fumaison, et on retrouve aussi un vrai historique sur la tradition française de fumage des poissons. Alors, avec notre étude, qu'est-ce qu'en disent et comment le perçoivent les consommateurs français ? Eh bien déjà, ils sont 12% de plus en 10 ans à percevoir que oui, en France, nous avons une tradition historique de fumage des saumons fumés. Donc ça, c'est important. Et ils sont 2 fois plus nombreux à savoir que la France fournit la plupart des saumons fumés du marché. Donc là aussi, on le met en résonance avec la charte que l'on a lancée maintenant il y a 5 ans, puisque les résultats que l'on voit là sont, selon nous, la traduction de cette communication et de cet engagement que l'on a. Si on revient sur ce que nous représentons, en France, on produit, sur le marché, il y a de vendus 34 400 tonnes de saumon et de truite fumée française. On a à peu près 3/4 de ces produits-là qui sont fabriqués en France, qui sont préparés et fabriqués en France. Alors vous allez me dire, ils viennent d'où les autres ? Eh bien, essentiellement d'un pays comme la Pologne, qui est un très gros producteur de saumon. Pas forcément sur la même cahier des charges, dans le sens où les fabricants polonais sont plutôt concentrés sur les premiers prix en France. Ça a été leur terrain de jeu historique. Mais il faut se réjouir d'avoir 72% des produits qui sortent des ateliers français. Et vous le voyez, le taux est encore plus fort en ce qui concerne la truite. Nous représentons 30 entreprises françaises, 2550 collaborateurs et quasiment 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un point économique qui n'est pas neutre, dont on est fier. Et la passion de tous les adhérents de notre mouvement, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir ce niveau de qualité, d'avoir toujours cette exigence qui permette aux consommateurs français de venir plébisciter ce savoir-faire-là et on va dire de façon collatérale, de maintenir l'emploi en France. Et ça, c'est quelque chose auquel on est très attaché.
Alors, d'où vient le saumon? Parce que, comme vous le savez, il est très marginalement élevé en France, hein. Il y a euh, sur Cherbourg une ferme marine, mais c'est epsilonesque. Les eaux en France sont trop chaudes pour ça, et donc c'est pour ça qu'elles sont le saumon. Et vous le voyez, c'est la Norvège, c'est l'Écosse, c'est l'Irlande. J'ai parlé tout à l'heure du Danemark. Ça, c'est pour la partie aquaculture. Et là, sur la partie sauvage, essentiellement, le saumon vient des côtes américaines, du nord des États-Unis, vient d'Alaska. Voilà, donc c'est la répartition, et vous le voyez, bah, du coup, venant de l'Europe et de façon très très proche, il arrive frais dans nos ateliers, il est préparé frais, et vous avez un temps très très court entre le moment où le saumon est pêché dans les fjords ou norvégiens ou sur les côtes écossaises, et le moment où il est dans l'assiette du consommateur. C'est un flux qui est très 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 rapide et très direct. Sur la truite, vous le voyez, 58% vient de France, 39% vient d'Europe, avec une très grande proportion de truite qui vient d'Espagne, donc de l'autre côté des Pyrénées. Et puis il y a un peu de truite en Norvège, et de façon assez marginale, 1% qui vient en dehors de l'Union européenne. Voilà. Je vais passer la parole à Vincent Gélamur. Et il va nous reparler des engagements, justement, de la charte saumon et truite fumée de France. Cher Jacques, tu as mis la barre haute en termes de tenue de timing, hein. Bravo. Ah oui, oui. Non, non, mais tu me mets la pression. Moi qui suis un peu bavard. Voilà. Bon, en préambule, je voulais dire que notre profession, au-delà de la légitime et nécessaire concurrence qui nous anime, a compris depuis plusieurs années, de longues années, la nécessité de s'engager collectivement dans des sujets. Le premier a été la sécurité sanitaire au travers de notre centre technique CIT-PPM, et plus récemment pour la préservation du fumage français et la responsabilité sociétale de notre activité. Ceci s'est traduit par une charte fumée en France qui a démarré en 2018 et qui maintenant en 2023 concerne à la fois le fumage du saumon et de la truite, et 85% des volumes préparés en France portent le logo fumé en France. Voilà. Donc c'est un succès important. C'est un logo collectif. Donc toutes les entreprises qui ont été auditées pour respecter l'engagement de la charte peut dès lors imposer sur ses produits ou mettre sur ses produits ce logo pour tous les produits qu'ils fabriquent. C'est une démarche d'entreprise, c'est pas une démarche qui concerne un produit ou un autre selon les cas. Qu'est-ce qui dit cet engagement? En premier lieu, puisqu'il y a marqué fumé en France avec un magnifique logo bleu, blanc, rouge, c'est d'abord que l'ensemble de la production est faite en France, depuis le filetage jusqu'à la transformation et jusqu'au produit fini. Mais pas seulement. C'est aussi un engagement qui amène à faire en sorte que nous puissions gérer, et de manière évolutive, avec une amélioration continue, à la fois l'exploitation durable et la gestion des ressources marines. Nous ne subissons pas nos approvisionnements, nous les sélectionnons. C'est très important en tant que transformateur. La gestion, bien sûr, des ateliers et des process de transformation qui sont le cœur de notre métier, puisqu'on est d'abord des fumeurs et des saleurs, et des trancheurs et des conditionneurs. La surveillance étroite de la qualité depuis le poisson pêché. Tous les poissons que nous recevons sont des poissons entiers. Dans la charte, il est obligatoire de recevoir les poissons entiers pour en juger pleinement la qualité et la fraîcheur. Le fait qu'ils soient élevés dans le respect de l'environnement, donc je reviens à la sélection de nos fournisseurs, hein, on les sélectionne pour justement faire en sorte qu'ils répondent au cahier des charges que l'on se fixe en termes de respect d'environnement. Ces cahiers des charges peuvent être différents entre les entreprises, mais il ne peut pas être négligé par une d'elles. Les facteurs d'environnement et de respect d'environnement, puis on verra de bien-être, j'en parlerai tout à l'heure, sont obligatoirement
à mettre dans les cahiers des charges des entreprises qui veulent se référer à la charte Fumer en France. Et bien sûr, dans le respect de la tradition française de fumage et de salage. La maîtrise de la sécurité sanitaire, j'en ai parlé, et la garantie de la traçabilité de l'amont à l'aval de la filière. Dans notre métier de processeur de poissons frais, nous sommes, quoi qu'il arrive, obligés d'avoir une traçabilité complète, et nous l'avons avec nos fournisseurs, depuis l'œuf jusqu'à la pêche, puis après tout le processus dont nous sommes responsables jusqu'à la distribution vers le consommateur. La préservation tout au long de la chaîne des qualités nutritionnelles. Jacques parlait tout à l'heure des circuits assez courts que l'on fait. On reçoit nos poissons frais, on les traite rapidement. Donc tous ces processus-là sont faits pour que la qualité du saumon qu'on reçoit, on le retrouve dans le produit fini que nous vendons. Saumon et truite, bien sûr. Et également, les thèmes qui sont maintenant inclus dans une démarche, et Adrien de Certipac nous en parlera, dans ce qu'on appelle la responsabilité sociétale, c'est-à-dire la manière dont on traite nos salariés et l'ensemble des parties prenantes qui nous entourent, qu'elles soient locales ou qu'elles soient plus larges. Donc le Fumer en France s'intéresse à tout ça. Ce n'est pas simplement « je suis français ». Cette charte et donc son référentiel repose sur 73 points de contrôle qui sont strictement surveillés par un organisme indépendant qui ne nous appartient pas, qui s'appelle Certipac. Et donc Adrien de Certipac va nous dire un petit peu la démarche qu'il y a là-dedans. Il y a des contrôles réguliers, au moins de 18 mois, et qui peuvent s'accélérer si jamais il y a des points de maîtrise qui sont à améliorer. Et donc les 73 points, je viens d'en parler. Voilà. C'est un processus évolutif. Chaque audit que l'on fait doit montrer qu'on progresse. Et le référentiel progresse avec. Quand on atteint 15 ou 98% de satisfaction sur tous les points, on s'est engagé à faire évoluer les points que l'on met dans le référentiel pour aller plus loin. Voilà, donc je vais passer la parole à Adrien qui va nous expliquer un petit peu comment se fait cet audit et un petit peu la genèse du durable au RSE. Merci Adrien. Très bien, merci Vincent. Donc, j'ai marché sur ce qu'il ne fallait pas. Ça commence bien. Je suis confus. Je crois que si, on va. Moi, je me présente déjà. Donc, Adrien Trucas, je suis en charge du développement et des relations extérieures au sein de Certipac, qui est un organisme de contrôle et de certification. On intervient sur plusieurs périmètres. Et nous avons effectivement été sollicités il y a plusieurs années par les entreprises engagées dans la démarche pour assurer le contrôle tiers et indépendant de leurs engagements. Donc, on est passé effectivement de la durabilité à la responsabilité sociétale des entreprises. Pourquoi? Parce que la durabilité qui rentre dans toutes les sphères sociétales et organisationnelles des différents pays, elle se traduit concrètement par une responsabilité sociétale des entreprises. Donc la durabilité consiste à répondre aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs. Eh bien, les responsabilités sociales des entreprises, c'est ça, rapporté aux entreprises agricoles et agroalimentaires. Et en l'occurrence, le dispositif de contrôle de la charte saumon et truite fumée en France garantit justement la qualité des produits qui sont élaborés conformément au référentiel au regard de la responsabilité sociétale des entreprises qui sont signataires de cette charte. Ça assure donc un haut niveau de transparence quant à leur engagement et en conformité avec les normes sur lesquelles ils se sont eux-mêmes engagés, qu'ils valorisent au travers de la charte. Alors, la démarche, elle a su intégrer différents éléments de la RSE sans revenir sur les piliers qu'a pu présenter Vincent. Ça se découpe en tout cas en quatre principales parties. La sélection des matières premières. Les entreprises s'engagent elles-mêmes à se fournir auprès de producteurs respectant des critères stricts en termes de durabilité, comme l'absence d'OGM ou les protéines animales terrestres dans l'alimentation des poissons, et la gestion responsable des ressources marines. Donc ça, c'est un premier point qui répond aux engagements de la RSE.
La transformation et gestion responsable, la production doit respecter les standards de transformation, donc ça vient du filetage, fumage, conditionnement, est réalisée exclusivement en France, ce qui permet de garantir un contrôle local de la ressource, des étapes et des procédés, avec des objectifs clairs en termes de réduction des consommations d'eau et la gestion des coproduits également. Un autre point, la sécurité sanitaire et traçabilité, Vincent en parlait, le respect des règles HACCP et la mise en œuvre d'un suivi strict de la traçabilité des produits, du stade de l'élevage jusqu'à la distribution consommateur, qui assure que chaque étape est contrôlée et de prévenir tout risque de sanitaire. Donc ça permet d'agir en cas de problématique. Et la responsabilité sociétale, enfin, les entreprises signataires s'engagent aussi envers leurs employés et les parties prenantes à travers des actions au sein de leurs entreprises et leur engagement vis-à-vis de cahiers des charges tels que l'ISO 26000. Donc, comme le disait Vincent, il y a différents engagements que les entreprises peuvent prendre selon différents cahiers des charges et ce sont leurs engagements qui sont valorisés au sein de la charte. Donc, il n'y en a aucun qui est exclu, tous sont pris en compte, mais ces engagements peuvent être différents. Alors, aujourd'hui, on voit la durabilité des produits, elle s'est traduite dans différents engagements, différents labels. On voit Fumer en France aujourd'hui. L'avantage de la démarche qui a été construite dans Fumer en France, c'est qu'il y a véritablement une traduction des engagements de la RSE. L'intégralité d'entre elles, spécifique bien sûr à l'aquaculture et au travail du produit. Et on voit aujourd'hui parmi ces différents labels que certains ont pris quelques-uns de ces engagements, pas forcément l'intégralité. La juste rémunération, donc le côté social, y compris, vous voyez, reconnaissez des labels officiels qui aujourd'hui intègrent des mesures agro-environnementales, mais la juste rémunération n'est pas forcément une exigence. Il n'y a pas de contrôle sur ces aspects-là. Le bien-être animal, que ce soit en agriculture biologique ou aujourd'hui dans l'étiquetage bien-être animal. Donc certains labels vont prendre quelques exigences, mais pas l'intégralité, parce que c'est quand même assez complexe de réunir différentes entreprises sur un engagement commun pour répondre aux différents piliers de la RSE. Donc en conclusion, au regard de ces engagements de la RSE, la charte Fumer en France, elle reflète aujourd'hui le sérieux d'une démarche proactive. Nous, on en a en tout cas le recul avec les années qui ont passé et les contrôles qui ont pu être effectués au sein des entreprises en termes de durabilité, d'éthique et de protection de la qualité. C'est totalement en ligne avec les principes de la responsabilité sociétale des entreprises. Son plan de contrôle aujourd'hui impose un dispositif relativement strict avec des fréquences de contrôle à minimum tous les 18 mois qui vont se rapprocher au regard de points qui pourraient être non maîtrisés, toujours dans l'esprit d'une amélioration continue. Donc le référentiel a subi des évolutions au regard de l'atteinte des objectifs par les entreprises. Donc je vais à un certain niveau et je me fixe l'objectif d'aller encore plus loin au regard de la maîtrise des pratiques. En cas de non-respect des critères, les sanctions prévues garantissent donc l'évolution et le rapprochement des audits, mais également des écarts qui peuvent amener à la suspension du certificat. Donc c'est un engagement qui est quand même important pour les entreprises, puisqu'elles doivent démontrer à tout instant du contrôle la maîtrise totale à l'instant T et aussi dans l'avenir de leur process. Je serais ravi de répondre à vos autres questions si vous en avez bien sûr. Merci Adrien. Je vous en prie. Attends, je vais récupérer le micro. Merci. Alors, Vincent et Adrien ont eu l'occasion de présenter la démarche. On est bien évidemment au écoute pour les questions dans la dernière séance. Moi, je veux juste vous parler maintenant de la façon dont cette démarche-là est comprise pour les consommateurs. Donc, on va démarrer avec la partie du saumon fumé en France. Et alors, même si ça n'existait pas en 2014, on avait déjà à l'époque, en anticipation, posé la question sur le saumon préparé et fumé en France. Ça veut dire quoi pour vous en termes de rassurance, en termes de traçabilité, de fraîcheur, de respect du produit et de qualité gustative? Et on va dire, 10 ans après, on voit que sur tous ces items-là, plus 4 points, plus 11, plus 5, plus 10. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai résultat, un vrai impact de cette démarche-là auprès des consommateurs français. En tout cas, ils le vivent comme ça. Et l'impact, il se traduit par le logo saumon fumé en France. Est-ce pour vous une garantie de qualité? Oui, pour 76% des consommateurs. Et est-ce que ça vous invite plutôt à l'achat et à préférer un produit sur lequel ce logo est marqué? Oui, pour 76% des consommateurs. Et si on regarde la petite sœur, la truite, eh bien on voit qu'on a le même type de résultat. Ce logo, ce repère, il est aussi convaincant en termes de qualité pour 78% et en termes d'incitation à l'achat pour 75%. Donc, alors, ce n'est pas fait pour faire de l'auto-congratulation, mais c'est simplement pour se dire, quand on a une démarche aussi importante que ça,
aussi lourde que ça, Adrien l'a rappelé, aussi exigeante et aussi entre guillemets à risque, hein, parce que c'est bien d'être certifié, mais on peut perdre cette certification, ça veut dire que ça demande une exigence permanente. Eh bien, c'est quand même assez rassurant pour tous les professionnels que nous sommes et bien évidemment pour les consommateurs que ça se traduit par des engagements, que ça se traduit par des résultats, qu'ils le perçoivent et qu'ils décident de dire bah oui, ce type de démarche, je valide, j'adhère et je préfère acheter des produits qui portent ce type de label que les autres. Et moi, je suis assez sensible à l'explication d'Adrien sur le fait de dire que ce label-là, cette charte-là, elle est assez exhaustive, assez globale et elle fait vraiment le job de répondre aux exigences de la RSE de façon très complète. Voilà, et je repasse le micro, ça a été très rapide, à Vincent qui va nous parler, on va se projeter un petit peu sur les attentes sociétales des consommateurs parce que c'est l'exigence qu'on s'est fixée de ne pas répondre à celle d'aujourd'hui mais aussi de répondre à celle de demain et c'est l'exigence dans laquelle on se met tous ensemble. Merci Jacques. Alors, voilà, donc, il marche celui-là ou pas? Oui, vous m'entendez? Ça va? Ok. Donc, on va rentrer un peu dans le détail de ces attentes sociétales d'aujourd'hui et de demain. Alors, d'abord, on a besoin d'avoir une relation entre les fumeurs et les éleveurs. Nous n'élevons pas majoritairement. Certains d'entre nous, dans le métier de la truite, élèvent aussi, mais les saumoniers n'élèvent pas. Donc on a des partenaires ou des fournisseurs hein, avec lesquels on dresse des cahiers des charges. Nous ne subissons pas les cahiers des charges des éleveurs, nous faisons nos cahiers des charges et nous allons voir les éleveurs qui sont capables d'y répondre. C'est très important et d'ailleurs dans la charte fumée en France, si nous n'avons pas de cahier des charges, simplement ceux qui sont envoyés par un fournisseur, ça ne suffit pas. Il faut qu'on marque nos engagements. Donc une fois qu'ils sont là, bien sûr, il faut les contrôler. Alors qui contrôle? Ben nous, les entreprises. Parfois, on délègue à des organismes de contrôle, on peut déléguer à Certipac certains contrôles. Généralement, Certipac, alors je ne sais pas si vous connaissez les organismes de contrôle, mais il y en a qu'on appelle des cofraqués, ceux qui sont cofrac, et qui ont des exigences et des savoir-faire qui sont totalement sous contrôle. Et pratiquement, nos entreprises ont fait entre 8 et 12 audits par an dans l'ensemble de ce qu'on appelle la filière amont. Alors la filière amont, c'est quoi? Il y a des écloseries pour faire des œufs, il y a des nurseries pour porter l'œuf, de l'œuf à une taille de ce qu'on appelle le smolt. Voilà. Puis il y a le passage en mer, ce qu'on appelle les fermes marines. Puis il y a les centres d'abattage. Donc toute cette chaîne est contrôlée et au total, il y a plus de 300 critères qui sont contrôlés sur cet ensemble de cette chaîne par an, en moyenne, hein, c'est une moyenne qu'on donne par l'ensemble des entreprises. Donc comme on est plusieurs entreprises, ça veut dire qu'elles sont souvent contrôlées. Quand je parle de notre travail collectif, au travers des résultats de nos contrôles et que Certipac audite, si à un moment donné cet organisme de contrôle caractérise quelque chose qui collectivement est un peu à la dérive ou devrait s'améliorer, il nous en fait part. Bien sûr, tout ça reste anonyme, mais voilà, ça fait partie. Donc, ces points audités, il y a le bien-être animal. Alors, le bien-être des animaux, on en parle beaucoup. C'est un point important. C'est encore des points qui sont un peu compliqués à tous tomber d'accord sur qu'est-ce qu'il faut regarder ou pas. Mais je vais en parler tout à l'heure. La traçabilité, j'en ai parlé. C'est la traçabilité de l'élevage. Quand est-ce que l'œuf est né, a été pondu, quand est-ce qu'il est passé en mer, quand est-ce qu'il a été pêché. Mais c'est aussi la traçabilité des aliments. Qu'est-ce qu'il a mangé quand il est tout petit, quand il est moyen, quand il est gros. Est-ce que ces aliments répondent bien au cahier des charges? On est obligé d'avoir un cahier des charges IFO dans notre charte française. Et dans le cahier des charges IFO, il est interdit d'avoir du soja qui vienne de zones de déforestation, par exemple, il faut le savoir. Donc c'est assez complet.
Il y a bien sûr dans les aliments, est-ce qu'ils sont sains, est-ce qu'il n'y a pas de traces de métaux lourds et des choses comme ça. Donc on fait plus de 1000 contrôles par an, tous collectivement, sur l'ensemble des contaminants. Je ne dis pas combien il y en a parce que ça va vous effrayer potentiellement, mais on surveille les contaminants, les médicaments, les pesticides, etc. Tout ça est contrôlé et on met collectivement nos résultats à disposition via la cité PPM et nous avons 76% de nos résultats qui sont en absence totale de traces et aucun dépassement depuis 2013 sur les taux minimum, les taux maximum qui sont réglementaires. Donc voilà. La gestion des rejets et des déchets de la ferme aquacole, alors, il y en a dans des certificats, mais on les regarde aussi. Vous savez que quand il y a des densités, parce qu'on parle des densités, mais la densité, en fin de compte, d'un élevage, c'est qu'est-ce qu'il y a au fond. Qu'est-ce que ça rejette? Les poissons, c'est comme nous, ça rejette parfois quelque chose. Donc, c'est analysé très précisément et on contrôle ces analyses-là pour savoir. Et c'est ce qui régule d'ailleurs les densités dans les zones d'élevage. C'est la pollution éventuelle des fonds qui régule combien je peux mettre de densité dans les élevages. Et l'autre résultat, c'est que normalement, les poissons, s'ils sont dans le bien-être, ils doivent pouvoir avoir une bonne santé. Hein? Quelqu'un qui n'est pas malade, généralement, on peut dire qu'il a été avec un meilleur bien-être que quelqu'un qui a été malade. Il y a des gens qui ne sont pas malades et qui peuvent avoir du mal-être. C'est autre chose. Le mal-être psychologique des poissons, on a encore un peu de mal à l'évaluer, mais c'est quand même un critère très important. 99% des saumons norvégiens, depuis d'ailleurs quelques années, n'ont jamais reçu d'antibiotiques durant toute la durée de leur vie. C'est quand même très important. Il peut y avoir d'autres maladies ou affectations, et la plupart aujourd'hui sont traitées de manière mécanique. Vous avez peut-être entendu parler des poux de mer, par exemple, qui peuvent exister. Les traitements sont mécaniques. Il n'y a plus de pesticides pour traiter ces trucs-là. Donc, parfois, quand on parle de l'élevage, c'est un métier jeune, hein, l'élevage. Hein, il y a 20-30 ans, vraiment, il y a une vingtaine d'années que ça a décollé. Et donc, ce métier jeune a très rapidement atteint des standards qui sont très impressionnants. C'est pour ça qu'on est content de travailler ce type de matière. Alors, les fermes sont dotées de moyens, puisque c'est vrai que les éleveurs de saumon ne sont pas parmi les agriculteurs les plus pauvres du monde. Donc, ils ont des moyens, et ces moyens, ils les investissent justement pour surveiller la manière dont ils élèvent, et notamment avec des caméras de vidéosurveillance à l'intérieur des cages pour savoir si éventuellement il y a de la mortalité, comment ils consomment, est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils ne mangent pas, etc. C'est assez sophistiqué. L'économe en ressources. Les éleveurs comme nous, comme toutes les entreprises, d'ici un certain nombre d'années, qui se rapprochent de plus en plus, devront être neutres en carbone. Donc forcément, ils y réfléchissent. Alors, ils sont un peu aidés parce que le CO2 consommé, enfin le CO2 de l'élevage du saumon a la chance, c'est qu'il n'est pas très important. Parce que, je crois que j'avais déjà répété, mais il y a des têtes qui ont changé, donc ça va. Le poisson vit à la température de l'eau, il n'a pas besoin de manger pour se réchauffer, comme nous. Nous devons assurer 37 degrés, même quand il fait moins 12, donc il faut qu'on mange. Et en plus, il est porté par Archimède, donc il n'a pas besoin de reposer sur ses pattes. Ce qui fait que ce qu'il mange, généralement, il le transforme en kilogrammes. Et en ce moment, l'empreinte carbone d'un saumon est environ de 5 kg équivalent CO2 par kilogramme de saumon consommable, qui est 1/10, par exemple, d'une vache laitière. Voilà. Il y a d'autres investissements qui sont faits. La Norvège et l'Écosse ont des conditions hydroénergétiques qui permettent de fabriquer l'électricité de manière assez durable et renouvelable. Ils investissent aussi dans des bateaux électriques. Il n'y a pas que les voitures qui deviennent électriques ou hybrides. Il y a aussi les bateaux, parce qu'il faut aller d'une ferme au centre d'abattage, il y a des bateaux. Donc tout ça est mis en œuvre par les éleveurs. Les éleveurs norvégiens sont très conscients de la chance qu'ils ont d'avoir un écosystème qui leur permet d'élever des saumons. Et ils sont conscients et ils le préservent. Ce n'est pas des imbéciles, ce n'est pas des va-t-en-guerre. Et on a la chance d'ailleurs que ça soit fait, que ça soit comme ça. Mais les pays nordiques savent la responsabilité qu'ils ont auprès de Dieu. Je ne ferai pas de longs discours sur le protestantisme, mais c'est très important de le savoir. Voilà. Donc tous ces points sont surveillés, ça nous intéresse, ça nous concerne.
Et qu'est-ce qui nous concerne aussi, c'est de participer à la nourriture de plus de 9 milliards d'êtres humains en 2050. L'homme, la femme, l'espèce humaine est omnivore. C'est certainement ce qui lui a permis de progresser et de prendre la place qu'elle a aujourd'hui. J'y crois fondamentalement. Donc, il ne mange pas que de l'herbe, à date, on verra. Mais bon. Et donc, l'aliment, la protéine marine est importante dans la diète alimentaire. La pêche ne suffit plus. Elle fait 65 millions de tonnes par an, la pêche. Hein. Je rappelle que l'élevage des poissons carnivores, dont le saumon assure 2/3, c'est 5 millions de tonnes. Hein. Donc on buzz beaucoup sur 5 millions de tonnes, comparé à 65 millions de tonnes de pêche. Hein. Il faut quand même. Et comme le poisson prend 1 kilo de pêche pour faire 1 kilo de chair, parce qu'il mange un peu de nourriture animale, il mange d'autres nourritures végétales, et puis aussi il mange l'eau de mer. Ils sont comme nous, 80% c'est de l'eau. Donc on profite de l'eau de mer, et voilà, on n'est pas hors sol hein, dans cet élevage-là. Voilà. Donc c'est une solution durable, parce que son CO2 est intéressant, parce qu'on le verra tout à l'heure en termes de nutrition, il apporte des compléments indispensables, en termes notamment d'oméga 3. Et donc, il faut favoriser l'accessibilité à cette ressource-là, qui donne du métier aussi aux régions côtières, et est dans une démarche de progrès continu dont nous constatons la réalité, puisque nous la contrôlons, et d'ailleurs, nous sommes moteurs dans cette voilà. Donc l'aquaculture, selon la FAO, devrait pouvoir représenter 60% des produits aquatiques consommés dans le monde demain. L'aquaculture, on parle beaucoup de l'aquaculture marine, il y a aussi une grosse partie de l'aquaculture qui est de l'aquaculture d'eau douce, plutôt asiatique, tilapia, panga, etc., hein, qui fait 50 millions de tonnes quand les saumons font 4 millions de tonnes. Hein. C'est pour ça qu'on buzz beaucoup sur le saumon, mais le saumon, c'est une activité qui est importante, mais qui, à l'échelle de tout ce qu'on consomme, quand même, n'est pas le facteur numéro 1 de la mise en péril de l'avenir de l'humanité. Et je passe donc la parole à Dr Laurence Plumet. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bon, je suis très contente de vous parler du saumon fumé et de la truite fumée, parce que moi-même, je suis très gourmande. On peut être médecin nutritionniste et gourmande. Hein. L'un n'exclut pas l'autre. Et c'est ce que mes patients apprécient beaucoup. Et donc, non seulement j'adore ces poissons, mais en plus de ça, j'adore en parler aussi à mes patients, parce qu'il y a vraiment beaucoup de qualités nutritionnelles. Alors, j'ai vu tout à l'heure, j'ai trouvé ça très intéressant de constater que les consommateurs savaient déjà, pour une grande majorité d'entre eux, que le saumon fumé, la truite fumée peut-être un petit peu moins, mais ça va venir, était riche en oméga 3 et en protéines. Donc, chouette, ça veut dire que les messages portent. Bien. Alors, donc, saumon fumé et truite fumée sont des poissons gras. Donc, ils vont profiter des qualités nutritionnelles des poissons gras. Ils vont même s'en trouver encore plus enrichis du fait de la concentration. Puisque le poisson, quand il est fumé, il perd un peu d'eau. Donc, à poids égal, il va concentrer dans sa chair ce qu'il avait avant d'être fumé. Donc, toutes les valeurs que l'on retrouve dans les poissons gras vont se retrouver en quantité un peu plus importante dans ces poissons fumés. Alors, je vais revenir en détail, mais je voulais déjà vous brosser un petit panorama de ce que je vais vous détailler. Donc, les oméga 3, la vitamine D, les protéines, mais également des oligoéléments comme l'iode et le sélénium, et des vitamines. Alors, il y en a plein, mais disons que j'ai sorti celles qui sont les plus importantes, comme la vitamine E, la vitamine B12. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces éléments-là font l'objet de nombreuses carences. Voilà. Donc, en fait, quand on mange ce type d'aliments, on contribue à limiter ces carences. Alors, les oméga 3. Les oméga 3, vaste famille, parce qu'on a l'impression que les oméga 3 sont les mêmes selon que l'on consomme de l'huile de colza, de l'huile de lin ou des poissons gras, et en fait, pas du tout. Il y a oméga 3 et oméga 3. En fait, dans la famille des oméga 3, je dirais qu'il y a le père et les enfants. Le père, c'est l'acide alpha-linolénique qui va se trouver dans les huiles, dans certaines huiles végétales, comme l'huile de colza ou l'huile de lin ou les noix. Bon.
Et puis, il y a les dérivés, parce que quand vous avez vos oméga 3 dans le corps humain, en fait, votre corps va les transformer en dérivés qui sont les EPA. Il fait du bruit à côté, là. Qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, donc, le père donne naissance à ses enfants avec de la déperdition. Et les produits dérivés sont l'EPA et le DHA. Donc, quand vous prenez de l'huile de colza ou de l'huile de noix, vous avez le dérivé et vous chargez votre corps, vous avez le chef de file et vous chargez votre corps. Oh, zut, il me déconcentre là. Quand vous avez votre huile de colza et votre huile de noix, c'est votre corps qui va se charger avec ses enzymes de produire les petits dérivés, EPA et DHA. Mais quand vous mangez du poisson gras, vous avez directement l'EPA et le DHA qui vous sont servis dans l'assiette. Et ça, c'est bien, parce qu'en fait, il y a énormément de déperdition dans le corps humain. Et je dirais même qu'aux deux extrêmes de la vie, chez les tout petits enfants et chez les personnes âgées, on manque des enzymes qui nous permettent de fabriquer notre propre EPA et notre propre DHA. Donc, vous voyez que finalement, ces poissons gras sont rudement utiles en complément des huiles végétales, parce que chacun apporte des oméga 3 différents. Et en plus de ça, l'EPA et le DHA ont des rôles différents dans notre corps de leur père, l'acide alpha-linolénique. Alors, en gros, les oméga 3, il nous en faut 2 à 3 grammes par jour. Ça ne paraît pas énorme par rapport aux quantités de protéines, lipides, où on est à plus de 50-60 grammes par jour. Là, c'est juste 2 à 3 grammes. Et dans ces 2 à 3 grammes d'oméga 3, nous n'avons besoin que de 250 mg par jour, c'est précis, hein, d'EPA, et 250 mg par jour de DHA. Et là, on voit que certes, les besoins sont faibles, mais qu'est-ce que les rôles sont importants? Regardez. Santé cardiovasculaire, EPA, DHA, intervenant dans la régulation du rythme cardiaque, dans le contrôle de la coagulation et dans le métabolisme des triglycérides. Bref, triglycérides, ce sont des lipides sanguins. Quand on en a trop, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on a trop de gras dans le sang. Coagulation, on a intérêt à ce que ça soit bien régulé. Et le rythme cardiaque, il vaut mieux qu'il soit régulier aussi. Donc, nos oméga 3 interviennent là-dedans. L'humeur. Les oméga 3 interviennent dans la libération de la sérotonine. La sérotonine, vous connaissez bien ce neuromédiateur. Il intervient, c'est un peu l'hormone du bonheur. Voilà. Quand on est déprimé, on ne fabrique pas assez de sérotonine. Bon. Et on a des antidépresseurs qui vont agir sur la synthèse de sérotonine. Et également dans la vie des neurones, parce que ces oméga 3 se faufilent dans les membranes des cellules et entre autres dans les membranes des neurones. Donc, ils interviennent indirectement dans la qualité de vie du neurone. L'acuité visuelle, EPA, DHA, hyper important parce qu'il rentre dans la composition des bâtonnets rétiniens que vous avez, qui sont présents en quantité extrêmement importante dans votre rétine. Et ce sont ces bâtonnets rétiniens qui vont transmettre donc l'influx nerveux à votre cerveau et vous permettre de voir et également d'interpréter les couleurs. Bon, donc on a intérêt à avoir suffisamment de PA et de DHA. Et d'ailleurs, chez les nouveau-nés, on s'était aperçu, petite anecdote pour vous prouver combien ils sont importants, les prématurés qui naissaient avant l'heure et qui manquaient de DHA avaient des troubles de l'acuité visuelle que n'avaient pas les enfants qui naissaient à terme et qui recevaient soit le lait de leur mère contenant du DHA, soit des laits infantiles enrichis en DHA. Donc vous voyez que ça a un impact direct. Autre impact direct, la DMLA. Dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui touche de plus en plus de gens, puisque nous vieillissons de plus en plus et de mieux en mieux, on va dire. Et donc, on a intérêt à conserver une acuité visuelle excellente. Et bien pour ça, le DHA est hyper important, comme le PA, dans le maintien de notre acuité visuelle. Donc, vous voyez que c'est important. Prévention du cancer aussi. Il y a eu de magnifiques études qui ont été montrées, entre autres, dans la prévention du cancer du sein, que en tout cas quand il y avait un apport suffisant d'oméga 3, ça diminuait le risque de cancer du sein et également dans le tissu adipeux. Donc vous voyez que vraiment EPA, DHA, hyper important. Et pourtant, nous en avons un apport insuffisant. Vous voyez que si sur les 2 à 3 grammes d'oméga 3, toutes familles confondues, hein, le père et les enfants, 2 à 3 grammes par jour, en fait nous n'en consommons que 1 gramme, max 2 grammes par jour.
Quant à l'EPA et au DHA, au lieu d'en avoir 250 mg par jour chacun, nous n'en avons que la moitié. Pourquoi est-ce que nous avons une trop faible consommation de ces oméga 3 ? D'abord parce que nous mangeons trop peu d'oléagineux et d'huile de colza, mais surtout, nous consommons trop peu de poissons gras. Vous savez, on vous dit pas plus d'une fois par semaine. Moi, personnellement, je fais x2 à 3 chez mes patients. Je considère que ce n'est pas suffisant. Bref, quand je calcule la quantité d'oméga 3 et même d'EPA et DHA, surtout apportée par le saumon fumé et la truite fumée, en gros, dans une belle tranche, alors je mets 35, mais ça peut aller un petit peu plus, on a des belles tranches qui peuvent aller jusqu'à 40-50 grammes, eh bien ça couvre quasiment le besoin quotidien en EPA et en DHA. C'est extraordinaire. Ça veut dire que si on en mangeait même tous les 2 jours, eh bien, sur une semaine, on aurait quasiment la couverture du besoin quotidien sur une semaine. Bref, retenez que c'est une source extraordinaire d'EPA et de DHA, et comme nous en manquons, nous avons donc intérêt à en consommer. La vitamine D est extrêmement importante aussi, car nous sommes, je dirais que là, dans cette assemblée, en dehors de moi, parce que je fais ce qu'il faut, allez, je dirais qu'à 80% d'entre vous, vous êtes carencés en vitamine D, et ça ne fera que s'aggraver avec l'approche de l'hiver. Nous avons trop peu de soleil et vous mangez trop peu de poissons gras. Parce que le poisson gras est une source extraordinaire de vitamine D. Alors, de vitamine D, on a toujours l'impression que c'est uniquement l'os. Allez hop, ça aide à fixer le calcium sur l'os. Certes, c'est vrai, mais il y a plein d'autres rôles aussi. On n'a pas intérêt à manquer de vitamine D, parce que la vitamine D, elle intervient dans les défenses immunitaires, voilà, et dans la régulation des divisions cellulaires. Donc, vous voyez que quand on manque de vitamine D, non seulement on agresse nos os parce qu'on fixe moins bien le calcium sur les os, mais en plus de ça, on touche à l'immunité et on touche aux divisions cellulaires. Bon, donc ce sont quand même des points très importants. Les besoins quotidiens en vitamine D sont de 5 à 10 microgrammes par jour. Et là aussi, donc, carence plus, surtout actuellement automne, puis bientôt hiver, où là, les carences vont exploser. D'ailleurs, moi, avec mes patients, je les supplémente systématiquement en vitamine D avec des ampoules, mais je leur parle bien évidemment de l'alimentation et des poissons gras. Et vous voyez qu'une tranche, bon, je prends la plus petite tranche qui soit à 35 grammes, eh bien, ça apporte pratiquement 2 microgrammes de vitamine D, ce qui correspond entre 20 et 40% du besoin quand même quotidien en vitamine D. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'aliments qui apportent de la vitamine D. C'est une vitamine qui est liposoluble. Voilà. Donc, elle ne peut être présente que dans les aliments qui contiennent un minimum de gras. Si on dit saumon fumé égale poisson gras, c'est parce que dedans, il y a 10 à 12% de gras. Et de tous les poissons, la plupart des poissons que vous achetez chez le poissonnier, bon, c'est quoi? C'est cabillaud et compagnie, sol et on est sur 2-3% de lipides. Vous voyez la différence? 2-3% de lipides versus 11-12% de lipides. C'est pour ça qu'on les appelle les poissons gras. Mais c'est du très bon gras, puisque riche en oméga 3. Bon, eh bien, donc, dans ce gras va se loger la vitamine D. Et c'est pour ça que le saumon fumé et la truite fumée sont des sources très intéressantes de vitamine D. Et donc ça, je suis contente de voir que le consommateur, il pourrait rajouter même la vitamine D. Parce que lui, il pense oméga 3 et protéines, mais il pourrait rajouter la vitamine D. Alors, les protéines, on en a parlé, là, tout à l'heure. Bon, c'est vrai que dans le poisson fumé, il y a à peu près, je dirais que dans un poisson normal, non fumé, on est sur du 15 à 20% de protéines. Dans un poisson fumé, on est entre 20 et 25% de protéines. C'est autant que de la viande. Et c'est 2 fois plus que l'œuf. Donc, une tranche de saumon, c'est 7 grammes de protéines et c'est autant qu'un œuf ou une tranche de jambon. Voilà. Ou 30 à 40 grammes de viande. Bon, donc, une source de protéines importante et intéressante. Voilà, pour tout le monde, à tous les âges de la vie. Mais aussi, et là je vais m'arrêter une seconde sur l'iode, puisque vous voyez que la tranche, elle couvre 10% du besoin quotidien en iode. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est important, parce que là, pour le coup, l'iode, on le trouve aussi dans l'œuf et dans les autres poissons et fruits de mer. Mais 10%, ce n'est pas négligeable. Et je vais vous dire, l'iode, c'est hyper important, parce que moi, je vois beaucoup de femmes dans mes consultations. Bon, j'ai une consultation spécialisée dans les problèmes de poids, surpoids modéré et obésité. Et je constate que beaucoup de femmes ont des problèmes avec leur thyroïde. Voilà. En moyenne, en France, une femme sur 5 a une thyroïde qui ne fonctionne pas bien. Alors, on pense toujours à la sénescence de la thyroïde au moment de la ménopause, elle vieillit. On pense aux thyroïdites de Hashimoto, maladie auto-immune, paf, les anticorps qui agressent la thyroïde. Mais on oublie une chose, c'est le manque d'apport d'iode. Alors, quand on vit en bord de mer
et qu'on mange régulièrement des poissons, des fruits de mer, ça va. Hein, on a tout ce qu'il faut en iode. Mais dès qu'on est un peu plus dans les terres, si on n'a pas un bon poissonnier à proximité de chez soi, on est plutôt un peu en déficit de consommation de poissons et de fruits de mer. Donc c'est bien de consommer du poisson gras fumé, puisque lui, il va concentrer encore plus l'iode que les autres, et c'est une source d'iode importante. Parce qu'on a intérêt à avoir une thyroïde qui fonctionne bien, sinon on prend du poids, on n'est pas bien, on a froid, on est constipé, enfin tous les malheurs de la terre. Il y a aussi du sélénium. Sélénium, c'est un oligo-élément qui est antioxydant. On a vraiment intérêt à manger des antioxydants, ça nous protège de l'oxydation, c'est comme ça qu'on vieillit le mieux, en se défendant de l'oxydation, donc du sélénium, de la vitamine B12, qui est hyper importante pour l'immunité, etc. Vous voyez, 60% du besoin quotidien avec une seule tranche, et de la vitamine E, qui est une vitamine antioxydante extraordinaire, dont je trouve que nous ne mangeons pas assez. Elle freine l'oxydation du mauvais cholestérol dans le sang. Donc quand on a trop de mauvais cholestérol, déjà c'est pas bon, mais en plus de ça, si on freine son oxydation, eh bien on limite la formation des plaques d'athérosclérose. Donc vous voyez que pour toutes ces raisons, je considère qu'il est important de manger du poisson 2 fois par semaine, dont un poisson gras. Et moi personnellement, je dis plus encore, que c'est une excellente alternative aux autres poissons. Et en plus, avec le saumon fumé et la truite fumée, on a plein d'occasions d'en consommer en apéritif, en entrée, en plat principal, voilà. Et pour tous les enfants, hein, on peut les introduire chez les jeunes enfants, les ados, l'adulte, personnes âgées, mais aussi dans le cadre de nombreux régimes. La personne qui a trop de cholestérol, je lui dis, mais mangez du poisson gras sous toutes ses formes, et entre autres du poisson fumé. Hein, pourquoi ? Oméga 3. Prévention des maladies cardiovasculaires. Il y a très peu de graisse saturée dans le saumon fumé. Il n'y a pas de cholestérol dans le saumon fumé. C'est génial quand on a des problèmes cardiovasculaires. Bon, la personne qui a quelques kilos à perdre, très bien. Les régimes où on s'embête, où on est frustré, où on mange son steak, ses haricots verts, son yaourt à 0% et sa pomme, ras-le-bol. Donc une petite tranche de saumon fumé comme ça fait rudement plaisir. Ça apporte des protéines, des bons lipides, des vitamines, on l'a vu, et puis c'est gourmand. Et ça, c'est essentiel. Et puis j'ai de l'hypertension artérielle, oui. Alors là, attention, c'est vrai parce qu'il y a du sel. Hein. Le sel dans le saumon fumé, il est nécessaire pour des raisons sanitaires, de conservation. Donc on ne peut pas faire autrement. Il faut simplement savoir qu'il y a 1 gramme de sel dans une tranche de saumon fumé. Très bien. Une fois qu'on sait ça, on évite de manger du roquefort au dessert, on évite de saler son plat principal, et puis l'apport de sel, il sera tout à fait contrôlé. Voilà, tout est affaire finalement d'équilibre. Donc, pour terminer, le saumon fumé et la truite fumée ont toute leur place dans une alimentation variée et équilibrée. Moi, perso, plus on en mange, mieux on se porte. Et puis, oméga 3 et vitamine D, comme ils sont rarement apportés par les autres aliments, je considère que c'est une richesse qu'il faut leur reconnaître. Voilà, je vous remercie. Merci docteur, c'était passionnant. On va finir avec une toute petite conclusion avant de vous laisser la parole pour les questions-réponses. Je vous laisse simplement en synthèse vous dire ce qu'on a essayé de vous partager ce midi, c'est le fait qu'effectivement le saumon et la truite fumée étaient des produits qui étaient maintenant bien ancrés dans les habitudes de consommation des Français, que ce soit à domicile ou que ce soit au restaurant. Ce qui est très satisfaisant, c'est de voir cette réputation qui évolue dans le très bon sens. C'est bien, c'est important, et on fait tout pour ça, donc on est en partie aussi responsable de ça. Vous l'avez vu, on ne considère pas que le chemin il est fini. C'est un mouvement permanent dans lequel on est engagé de façon permanente pour répondre encore mieux aux attentes des consommateurs aujourd'hui et demain. C'est pour ça qu'on a mis en place la charte du saumon et de la truite fumée en France, pour être dans cette logique de responsabilité très très forte. On est persuadé que de le défendre de cette façon-là, c'est aussi défendre le maintien de cette tradition historique de fumaison en France, et on fera tout pour. Et puis, on a eu l'occasion de l'évoquer, sur la place dans l'avenir de l'alimentation, sur les bienfaits nutritionnels, je pense que le docteur l'a exprimé de façon très claire, sur le plaisir, et vous savez que l'alimentation plaisir est quelque chose qui est très vertueux aussi d'un point de vue médical, c'est quelque chose de très très fort. Le savoir-faire local, conserver des emplois chez nous, durablement à côté de chez nous, c'est aussi très, très important pour des raisons de vitalité économique aussi. Et puis le progrès continu sur la réduction de l'impact environnemental. Vincent a l'occasion d'en parler. Voilà, donc on va vous donner rendez-vous pour les fêtes de Noël sur ces produits-là. J'espère que vous aurez sur vos tables de fête du saumon et de la truite fumée.
Vous en aurez là dans la foulée. Mais avant de commencer à déguster, on va laisser la place aux questions-réponses. Alors, on peut prendre des questions en salle. Je vais vous laisser un micro, comme ça, on va pouvoir le faire circuler. Et puis, si Arnaud, de ton côté, tu as des questions sur le chat, on le fera bien évidemment avec plaisir. Qui veut démarrer? Là-bas, au fond. Gérard Lepul pour l'Humanité. J'ai cru comprendre que on n'élève pratiquement pas de saumon en France. En revanche, je voulais savoir quel est le pourcentage de truites élevées en France que vous transformez. Alors, tout à l'heure, on a fourni le chiffre, il est de 58%. Sur ce qui est fabriqué en France, 58% est élevé dans des piscicultures qui vont, on va dire, du grand sud-ouest jusqu'à la Bretagne, la Normandie. C'est ça les grosses zones. Xavier, qui est le spécialiste un peu truite au sein de notre organisation, mais c'est les grandes régions dans lesquelles on va retrouver les piscicultures. Elsa Casalegno, Que Choisir. Pour prolonger cette question, vous parliez de origine hors UE pour 1%. C'est quel pays plus précisément? Sur la partie du saumon, sur la truite, je dirais comme ça, la Turquie, qui doit être le produit, même si c'est vrai que la Turquie est normalement faiblement utilisée pour faire de la truite fumée, mais c'est l'autre grand pays, on va dire, de la région qui fait de la grande région européenne, Moyen-Orient, qui fait de la truite. La Norvège est hors UE, effectivement, tu as raison. Et je confirme, Jacques, c'est effectivement origine Turquie. Voilà. C'est une bonne réponse. Merci. J'ai encore tapé dedans, mais c'est un peu moins grave maintenant. On sent. Oui, c'est juste pour la visio que. Ouais. C'est tout bon. Vincent Schmeling pour Produits de la Mer. Merci beaucoup pour les présentations. Je voulais savoir si vous avez des éléments chiffrés sur le poids de la MDD, que ce soit sur le saumon fumé ou la truite fumée. Alors, c'est historiquement leader, la MDD, sur ces deux produits. Je voulais savoir comment ça a progressé ces derniers mois. Alors, on va dire, et encore une fois, je vous donne à quelques pourcentages près, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. On est à peu près à 40% sur la partie saumon, on va être d'accord, ceux qui sont dans la salle, c'est à peu près la magnitude. De ce qui est vendu en grande consommation, on va dire, dans les hypermarchés, les supermarchés. Et Xavier, sur la partie truite? Sur la truite, on est aux alentours de 50% en marque distributeur, voilà, et 50% en marque nationale. Et pour répondre à la question, comment ça a évolué assez récemment, on va dire dans les 2 années 22-23, on a eu une progression de ce qu'on va appeler la MDD économique. Alors, premier prix et MDD Access, pour des raisons de prix. C'est en train de se recorriger un petit peu, pour être très très clair, à partir du moment où les marchés reviennent à être un peu renormalisés, aussi bien en termes de prix que d'activité, que de volume. Donc sur les derniers mois, on constate une forme de retour en arrière, c'est bien un grand mot, mais en tout cas d'arrêt de cette tendance-là. Mais quand on regarde dans une échelle de temps relativement longue, il faut toujours regarder ça de façon longue, il peut y avoir des aspects promotionnels, des aspects de diffusion, des aspects de disponibilité de matières premières. Globalement, on a plutôt des marchés, aussi bien sur le saumon et sur la truite, qui sont relativement stables dans leur répartition entre les marques distributeurs et les marques des fabricants. Bonjour, Serge Adelfang du magazine Grand Seigneur. Vous n'avez pas parlé du bio. Je sais que le bio actuellement n'est pas folichon, mais il y a quand même une part quand même de bio dans le saumon et la truite. Oui. Alors c'est pas une part qui est très importante là encore une fois. Moi, on voudrait pas si je suis pas précis à 1% près parce que ça, par définition ça change tous les mois à chaque fois. On reçoit les panels. Tous les produits bio ont baissé depuis 2 ans. Tous les produits bio, toutes catégories alimentaires. Sur le saumon, je crois qu'on est aux alentours de 4 ou 5%. Si mes chiffres sont 5, c'est bon. Heureusement que j'ai pas révisé, mais j'ai encore des vieux. C'est l'avantage de l'âge et du fait que je sois depuis longtemps. Mais c'est à peu près ça. Et sur la truite, Xavier, on est aux alentours dans les mêmes eaux. Donc globalement, oui, ce sont des produits qui ont évolué de façon moins favorable que le reste. Mais j'ai envie de dire comme sur l'ensemble des produits alimentaires.
Après, pour compléter ce que dit Jacques, ce qu'on constate sur le marché bio, en tout cas sur la truite, c'est une stabilisation des ventes. On a beaucoup perdu il y a 3 ans enfin, et l'année dernière. Et là, depuis 12 mois, on voit que les consommateurs de bio purs et durs convaincus sont restés sur les produits bio. Donc on a perdu les gens qui étaient flexitariens, qui achetaient un peu de bio, un peu de conventionnel. Puis après, on peut aussi dire qu'il faut toujours être très, on va dire, prudent là-dessus, parce que des fois, il y a aussi des sujets de disponibilité de matières premières qui fait qu'à un moment donné, on peut voir sur une année un peu moins de ventes, mais c'est pas forcément toujours de la demande consommateur, ça peut être aussi de la... Et la question a été posée de savoir sur les labels. Alors sur les labels, je veux pas casser le mythe parce qu'on a l'impression, mais sur le label rouge, par exemple, en saumon fumé, alors si c'est 5%, c'est 1, je crois, 1%. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Oui. Léna Rose, Marie-France. Vous dites 99% des saumons norvégiens n'ont jamais reçu d'antibiotiques. Et quid des autres pays? Tu veux prendre la question, Vincent, dans les autres pays sur l'utilisation des antibiotiques? Tout à l'heure, tu as cité le chiffre de 99%. Alors, les Norvégiens ont fait beaucoup d'efforts là-dessus. Les Écossais rattrapent. Voilà. Il y a quand même globalement pratiquement plus de traitement antibiotique. L'Écosse a des incidences bioclimatiques un peu plus importantes que la Norvège ces 2 dernières années. Donc il y a peut-être eu un peu plus de traitement. Mais d'une manière générale, quand même... alors ça vient de quoi? Ça vient que les petits poissons, quand ils sont encore tout petits, sont vaccinés comme les petits humains. Et ce qui leur permet de mieux se défendre vis-à-vis des attaques extérieures. Hein, voilà. Mais alors, je n'ai pas le chiffre exact pour l'Écosse, mais il n'est pas très éloigné. Oui, bonjour, c'est Henri Gadan pour le magazine Gourmand. Une question pour Vincent. Vous avez dit que les saumons mangeaient de l'eau. Vous pouvez me faire un petit dessin? Quand vous mangez vous-même, tout organe, alors la nutritionniste ne va pas me contredire, j'espère, nous sommes tous constitués de 80% d'eau et de 20% de matière sèche. Donc cette eau, on la consomme. On la consomme en mangeant des végétaux qui eux-mêmes sont à 80 ou 90% plein d'eau, de la viande qui eux-mêmes est à 80% d'eau, donc on consomme de l'eau quand on mange. Et le saumon qui est dans la mer se nourrit, respire par l'eau, mais il y a une partie de l'eau qui constitue son tissu, puisqu'il faut bien qu'il trouve 80% d'eau. Comme on lui apporte une nourriture qui est plutôt sèche, hein, c'est des petites palets de farine, etc., il faut bien, l'eau, il la trouve là où il vit. Donc, mais l'air de rien, nous mangeons au moins 80% d'eau pour vivre. Sinon, si on n'avait pas cette eau-là, on dessécherait, on ne se nourrirait pas, on mourrait. Donc, même en buvant du vin, on boit 86% d'eau. En moyenne, quand le vin, c'est 14%. Donc, on est sauvé. Alors, la question est sûrement naïve, je ne connais pas bien la filière, mais il y a combien d'élevages en Europe, qui est quand même notre source principale. De fermes d'élevage. Et comment ça se passe entre la ferme d'élevage et l'atelier en France? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des grossistes, des intermédiaires? Est-ce qu'il y a une relation contractuelle directe entre... Alors, je vais peut-être répondre par la fin de la question. Et alors, Vincent, si tu es plus futé que moi, parce qu'à la ferme près, moi, je vais avoir beaucoup de mal à dire combien il y a de fermes. Un ordre d'idée, j'en ai aucune. Ça peut être 3 000 ou 50 000. Non, c'est beaucoup moins que ça, parce que pour vous donner... Alors, je vais tenter un calcul. Hein. Je vais tenter un calcul. En Norvège, il y a à peu près 1 400 000 tonnes de saumon qui sont pêchés en Norvège. Et on a des fermes alors, qui peuvent être de tailles différentes, mais qui peuvent être 5 000 tonnes, 10 000 tonnes, 15 000 tonnes, etc. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça veut dire que sans ferme déjà de 15 000 tonnes, on arrive au 1 500 000 tonnes, si je n'ai pas fait d'erreur dans mon calcul. Donc ça reste quand même, moi qui ai eu, comme beaucoup dans la salle, l'occasion de visiter, ça reste une petite filière. Alors déjà... si un jour vous avez l'opportunité d'aller dans un fjord norvégien ou d'aller sur les côtes écossaises, j'en parlais avec le docteur tout à l'heure qui était impatient de pouvoir visiter ça, je lui ai dit mais honnêtement c'est une brochure commerciale pour le saumon d'aquaculture, parce que quand on parle d'agriculture on va dire extensive, quand on va dans ces endroits-là,
on est déjà surpris par la beauté des endroits, parce que c'est le fait que quand on va sur une ferme, parce que c'est un fermier qui s'occupe de ça, déjà quand on arrive, on va pas voir grand-chose, parce que par définition, les cages, elles sont sous-marines. On va voir globalement un pilotis qui nous amène sur un bâtiment dans lequel le fermier va contrôler, va sélectionner toute l'alimentation, va pouvoir surveiller les cages, etc. etc. Donc on est dans quelque chose de très extensif, et pour vous raconter, dans une cage, vous avez 2% de poissons et 98% d'eau. Donc c'est pour vous donner la notion de densité que l'on peut retrouver là-dedans. Je dis ça parce que souvent les quelques images que nous, on va dire consommateurs ou téléspectateurs français, nous pouvons recevoir, en général c'est souvent des images à charge sur lesquelles on va regarder une caméra qui est prise dans un environnement noir et sur lequel on va se concentrer sur les 50 cm du haut du bassin au moment où on donne à manger au saumon, donc où ils arrivent, et là on va avoir l'impression que c'est une espèce de densité juste incroyable. Non, la vraie vie c'est que c'est ça. Et en Écosse, c'est un peu différent parce que là, c'est des eaux qui sont un peu moins calmes, des eaux qui sont un peu plus tempéteuses, qui peuvent poser des fois des problèmes de récolte d'ailleurs en fin d'année, ou quelquefois il peut y avoir des problèmes de disponibilité par rapport aux tempêtes. Mais on est véritablement donc oui, pour aller d'une ferme à l'autre, faut faire un peu de kilomètres quand même, parce que c'est un nombre finalement de pêcheurs, d'éleveurs et de fermes qui sont relativement réduits. Et tout à l'heure, Vincent citait ce que pesait la pêche sauvage, on va dire, dans le monde et l'aquaculture. Vous voyez bien qu'on parle bien de choses qui sont qui n'ont pas de commune mesure en termes de taille et de poids. Et en France, sur la truite, c'est un peu moins de 700 piscicultures. Voilà, de toutes petites structures qui font quelques tonnes de poissons, et la plus grosse qui doit faire 1000 tonnes de poissons. Mais on est sur plutôt des plus petites structures. Bonjour. Combien dure le temps d'élevage d'un saumon entre l'œuf et l'assiette? Alors, je sais à peu près, mais à quelques semaines près ou mois près, je ne veux pas dire de bêtises, on va dire qu'entre le début, entre ce qu'on appelle l'œuf et on va être entre 24 et 30 mois, c'est à peu près ça. On est à peu près ça dans la durée de vie. Donc là aussi, c'est quand on peut comparer à d'autres élevages qui sont sur 30 jours, 40 jours, 50 jours, on est véritablement... C'est quand même très court par rapport à la vie d'un saumon sauvage, non? Je ne suis pas spécialiste, mais non. Oui, alors La petite différence, effectivement, si vous étiez tout seul dans une forêt, avant d'atteindre 1,70 m et 40 kg, ou 50 kg, 60 kg, vous prendriez plus de temps que quand vous êtes dans une maison avec un magasin à côté. C'est vrai qu'un saumon qui est élevé profite plus de nourriture qu'un saumon sauvage, premièrement. Il grandit plus vite. Voilà, donc il grossit plus vite, il grandit plus vite. Deuxièmement, on ne le pêche jamais à un stade de maturation. Voilà. Et si on devait attendre qu'il mature, il faudrait presque 1 an de plus. Donc on serait à 3 ans. Et on parle de saumon sauvage, quand ils remontent les rivières, ils sont à 4-5 ans. Voilà, donc c'est vrai que c'est plus court, mais c'est parce qu'ils sont choyés, cajolés, mieux nourris. Voilà. Ils ne sont pas hyper nourris, on ne les booste pas, hein, ils ont quand même un cycle qui ne les rend pas malades, mais ça va plus vite qu'un saumon... un peu moins d'exercice. Aussi, non, mais aussi ça, oui, ça joue. Oui, mais vous le retrouvez d'ailleurs dans le produit. Si vous faites des dégustations comparatives entre du saumon sauvage et du saumon d'élevage, vous allez avoir une chair qui est un peu plus, entre guillemets, un peu plus grasse sur la partie saumon d'élevage. Mais on sait qu'en général, c'est aussi valable sur le jambon ibérique, le gras et le goût. Donc c'est aussi ce qui fait une chair qui va être différente, un peu plus moelleuse sur le saumon d'élevage par rapport au saumon sauvage qui a une texture un peu plus sèche. Et c'est le même principe pour la truite? Alors sur la truite, une truite sauvage, elle pourrait vivre plus de 2 ans si elle en avait la chance, mais il y a beaucoup de prédation sur les truites sauvages, donc on a une durée de vie qui est à peu près la même en élevage qu'en rivière. Et on est sur 24 mois effectivement entre l'éclosion de l'œuf et l'abattage du poisson. Une dernière question peut-être, parce que je sais que beaucoup ont faim. Donc, oui, Charlotte Barricande chez LSA. Et on pourra juste, vous avez des interlocuteurs un peu partout sur l'État, donc vos questions-réponses, bien évidemment, pourront continuer. Pardon, je disais Charlotte Barricande chez LSA. J'ai une question au sujet du prix. Vous avez évoqué tout à l'heure la baisse des prix en magasin pour le consommateur.
Qu'en est-il de l'écart de prix entre le saumon et la truite fumée? Parce qu'historiquement, il était assez élevé, enfin, il y avait plutôt un gros gap. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que la truite et le saumon fumé sont, je vous regarde Xavier, sont alignés aujourd'hui? On a eu des évolutions, enfin ça a bougé, on a maintenant des choses qui sont tout à fait comparables entre la truite et le saumon. Sur la moyenne de l'euro kilo vendu de saumon en truite, à 1 ou 2 euros près, on est sur des choses qui sont comparables. Le biais, c'est que il faut comparer des produits qui sont comparables. C'est-à-dire qu'il faut comparer la même gamme sur de la truite et du saumon. Si vous comparez une truite par rapport à du saumon premier prix, la truite est plus chère. Si vous comparez il faut comparer des qualités équivalentes entre les deux. Propose de passer à la dégustation. Vous aurez droit à du saumon et à de la truite. C'est bien fait. Hein. Bon appétit.